Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur AL 24 News. Nous sommes le mercredi 13 avril et voici les titres de l'actualité. Les exactions du colon sioniste se multiplient en Palestine occupée. Un Palestinien a été tué aujourd'hui à Naplouse, énième provocation de l'occupant en ce mois sacré du Ramadan. Amnesty International appelle à mettre fin aux violations des droits de l'homme commises par le Maroc au Sahara occidental. Le conflit russo-ukrainien touche de nombreux secteurs, notamment celui de l'économie. Une pénurie d'huile de tournesol est enregistrée. Industriels et restaurateurs forcés de s'adapter. Et puis nous évoquerons également la fusillade qui a eu lieu hier dans le métro de New York. La police toujours à la recherche du tireur. Pas de répit donc pour les Palestiniens en ce mois du Ramadan, un mois sacré qui rime avec massacre. De nouvelles exactions ont été commises par l'entité sioniste dans les territoires occupés. Un Palestinien est tombé sous les balles de l'occupant israélien aujourd'hui. Une autre victime qui vient s'ajouter à la liste des Palestiniens tombés en martyrs durant ce mois. Le mouvement Hamas appelle à la résistance. Safwan Ben Sabri. Le troisième lieu saint de l'islam ne connaît pas de trêve d'agression sioniste et ce, même durant le mois sacré du Ramadan. Le même sort est réservé au territoire de toute la Palestine occupée. Les forces de l'ordre de l'entité sioniste multiplient les exactions durant le mois de Ramadan alors que les victimes palestiniennes se font de plus en plus nombreuses. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort d'un citoyen palestinien et a recensé 10 autres blessés. Cette escalade de violence coïncide avec la fête juive de Pessah que les Juifs célèbrent cette année en avril. Ces derniers prévoient de procéder à leur rituel en pleine cour de la mosquée d'Al-Aqsa, un acte jugé provocateur pour les fidèles musulmans d'Al-Quds. Côté palestinien, le mouvement de résistance du Hamas a déclaré que cela représenterait une escalade dangereuse et une ligne rouge à ne pas franchir. Le Hamas a déclaré que cela constitue une atteinte directe à la foi et aux croyances du peuple palestinien et musulman par extension. Le mouvement de résistance a appelé les pays arabes et musulmans à faire front commun et à prendre des mesures urgentes en vue d'empêcher les violations du droit international perpétrées par l'occupant sioniste. L'Algérie a condamné énergiquement les assassinats ciblés commis par le Maroc le 10 avril dernier en dehors de ses frontières, une attaque aux moyens d'armes de guerre sophistiquées contre des civils de 3 pays de la région. Il s'agit là d'un nouveau camouflet pour le royaume chérifien. Ce n'est pas la première attaque contre des civils algériens. Rappelez-vous, le 1er novembre dernier, 3 chauffeurs algériens qui faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla avaient été lâchement assassinés par le régime du Marzen qui venait de sceller son alliance avec l'entité sioniste. Les détails avec Abdelkader Edrief. Comme son idole sioniste, le régime du Marzen abat froidement des civils. Comme sous l'influence d'un grand frère délinquant, Rabat teste sur des innocents des jouets fraîchement acquis qu'elle tente de maîtriser. Selon le site spécialisé MENA Défense, l'armée de l'air marocaine a effectué le 10 avril à 5 h du matin, au moment même de l'entame du jeûne, 8 frappes aériennes contre un regroupement de camions et des marchands dans la région de Ain Bentili, dans l'extrême nord de la Mauritanie. Un camion algérien aurait été touché lors de cette attaque qui n'aurait pas fait de mort. En revanche, selon la même source, plusieurs blessés seraient dénombrés. Le village de Ain Bentili se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière séparant la Mauritanie des territoires libérés du Sahara occidental. Le lieu du bombardement se trouve à moins d'1 kilomètre du fort militaire portant le nom du village et qui est un lieu de transit et de ravitaillement pour les routiers. Les voyageurs étaient justement regroupés pour la prière de l'aube. Dans sa condamnation, Alger a évoqué l'utilisation d'armes de guerre sophistiquées par le régime marocain en dehors de ses frontières internationalement reconnues contre des ressortissants de 3 pays de la région. Qualifiant ces actes répétitifs de terrorisme d'État, Alger a menacé de poursuites devant les organes compétents du système des Nations Unies, évoquant une violation systémique grave du droit humanitaire international qui doit être vigoureusement dénoncée et résolument dissuadée.
Un aventurisme qui, toujours selon la même source, fait observer des visées expansionnistes du Marzen et qui doit interpeller le Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Pour rappel, le 1er novembre 2021, 3 chauffeurs de camions algériens avaient été tués dans les territoires libérés suite au bombardement d'un drone marocain. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine. De nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Haouza et de Mahbas ont été menées hier mardi. L'occupant marocain subit de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, et ce depuis la violation par le Maroc le 13 novembre 2020 de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties, à savoir le Maroc et le Front Polisario. De nombreux militants sahraouis, à l'instar de Sultana Khaya, militante des droits de l'homme, subissent les exactions du colon marocain. Amnesty International a annoncé à ce propos le lancement d'une campagne de collecte de signatures afin d'envoyer un message au régime de l'occupation. Dans un communiqué, l'organisation a indiqué qu'elle enverrait une lettre au chef du gouvernement marocain lui demandant d'enquêter sur l'assignation illégale à résidence à laquelle fait face Sultana Khaya ainsi que les membres de sa famille. Amnesty International qui ambitionne par ailleurs de récolter 10 000 signatures afin de mettre un terme au cauchemar de Sultana Khaya et s'assurer que celui-ci ne reste pas impuni. Trois ressortissants européens suspectés de terrorisme ont été interpellés au Mali et plus exactement dans la région de Diabali, située à environ 300 km au nord-ouest de Bamako. Les suspects ont été arrêtés lors d'opérations menées par les forces armées maliennes contre les groupes armés. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi a remis sa démission et celle de son gouvernement cet après-midi. Une démission qui a été acceptée par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a annoncé qu'une nouvelle équipe sera nommée la semaine prochaine avec un nouveau Premier ministre. Le président ivoirien a également annoncé la réduction du nombre de ministres en vue de renforcer l'efficacité du gouvernement. Et puis direction l'Afrique du Sud, à présent un pays touché par de désastreuses inondations, des inondations qui ont été provoquées par les fortes pluies qui ont touché la côte est du pays cette semaine. Plus de 250 personnes sont mortes selon un bilan des autorités locales, un bilan qui est toujours provisoire. Et puis cet autre drame en Égypte, cette fois-ci, 10 personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus à Assouan, une région touristique située dans le sud du pays. Le bus est entré en collision avec une voiture sur la route désertique menant au temple d'Abou Simbel. Dans le nucléaire iranien, Téhéran exprime ses doutes quant à la volonté des États-Unis de parvenir à un accord sur le nucléaire. L'Iran, par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, invoque des divergences malgré les discussions qui se sont multipliées durant l'année écoulée. L'Iran qui est épinglé par ailleurs après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant des réfugiés afghans battus par des individus présentés comme des Iraniens. Des dizaines d'Afghans ont donc manifesté dans les rues de Kaboul, en Afghanistan, pour dénoncer ces agissements. Kaboul, qui, on le rappelle, où les manifestations publiques sont interdites par les talibans. Ils ont néanmoins autorisé le déroulement de celles-ci sous surveillance. Et parmi les manifestants, il y avait Mansour Ahmed Farouqi. Il vient de rentrer d'Iran. Dans le dossier ukrainien, 49e jour de l'opération militaire, l'offensive russe se poursuit, et notamment dans le territoire du Donbass et dans le port stratégique de Mariupol. Au même moment, les présidents polonais, lettons, lituaniens et estoniens se sont rendus à Kiev pour s'entretenir avec le président Volodymyr Zelensky et réaffirmer ainsi leur soutien à la population ukrainienne. Amin Toutah.
Une 7e semaine du conflit en Ukraine marquée par un mouvement diplomatique intense et une opération militaire accentuée sur l'Est ukrainien. Les présidents de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie ainsi que de l'Estonie sont arrivés à Kiev en début d'après-midi. Les 4 responsables se sont rencontrés la veille de la visite lors d'un sommet exceptionnel de soutien à l'Ukraine. Cette visite intervient quelques jours après le déplacement à Kiev du Premier ministre britannique Boris Johnson. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé à Moscou d'échanger un homme d'affaires ukrainien contre des Ukrainiens en captivité en Russie. Sur le terrain et selon Moscou, une grande partie des capacités militaires ukrainiennes est détruite à un moment où le Kremlin poursuit ses opérations dans le Donbass. Plus au sud, les autorités régionales de Mariupol ont indiqué que 20 000 civils de la ville portuaire ont été tués depuis le début du conflit le 24 février passé. Dans la même commune, la défense russe affirme que plus de 1000 militaires ukrainiens d'une brigade marine se sont rendus. Depuis plus de 40 jours, la campagne militaire russe est axée sur cette ville en raison de son positionnement entre la péninsule de la Crimée et le territoire du Donbass, ce qui permettrait à Moscou de faire la jonction entre ces deux régions. L'Ukraine où un millier de soldats auraient déposé les armes et se seraient rendus à l'armée russe dans la ville de Mariupol, ville stratégique assiégée depuis des semaines. C'est du moins ce qu'annonce Moscou par la voix du porte-parole de son ministère de la Défense. Dans la ville de Mariupol, dans la zone de l'usine métallurgique Ilitch, à la suite d'opérations offensives réussies des forces armées russes et des unités de la milice de la République populaire de Donetsk, 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus. 151 militaires ukrainiens blessés de la 36e brigade marine ont reçu des premiers soins médicaux sur place, après quoi ils ont tous été emmenés à l'hôpital de la ville de Mariupol pour y être soignés. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de réclamer de l'aide. Il appelle l'Europe à agir plus rapidement pour forcer immédiatement la Russie à rechercher la paix. Adhésion de la Finlande à l'OTAN, le projet prend forme et la première ministre finlandaise Sanna Marin a affirmé que son pays prendrait dans les semaines à venir sa décision sur une possible candidature à l'OTAN en conséquence de l'offensive de l'Ukraine par la Russie. La première ministre finlandaise et son homologue suédoise ont tenu une conférence de presse à Stockholm sur les procédures en cours dans chaque pays pour considérer une future adhésion à l'OTAN. Je vous propose de l'écouter. Je pense que tous les partis, tous les groupes parlementaires, le gouvernement et aussi le président auront la possibilité de prendre la décision de demander ou non l'adhésion à l'OTAN dans les semaines à venir. Et le conflit russo-ukrainien fait encore couler beaucoup d'encre. Le président américain charge une nouvelle fois son homologue russe. Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine, des propos sur lesquels revient Naila Hamouda. C'est un énième écart de langage. Après avoir qualifié de boucher et de tueur pour désigner Poutine, le président américain Joe Biden revient à la charge et parle de génocide pour dénoncer les actions de la Russie en Ukraine. Ce mot avait jusque-là été employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais jamais par l'administration américaine. Une façon de faire une pression maximale sur Vladimir Poutine, tout en le faisant rappeler qu'il devra rendre des comptes devant le tribunal international. Oui, j'ai parlé de génocide. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien. Et les preuves s'accumulent. De plus en plus de preuves ressortent sur les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine. Et nous allons en découvrir davantage sur la dévastation. Et nous laisserons les avocats au niveau international trancher sur la qualification de génocide. Mais pour moi, cela y ressemble bien.
Volodymyr Zelensky a vite réagi sur Twitter. Il a salué les propos de son homologue américain. Selon lui, ce sont les vrais mots d'un vrai leader, car appeler les choses par leur nom est essentiel pour s'opposer au mal, tout en réclamant en toute urgence plus d'armes lourdes. Le président français Emmanuel Macron n'a pour sa part pas repris le mot génocide. Il dit vouloir être prudent avec les termes, mettant en doute l'utilité d'une escalade des mots pour mettre fin à la guerre. C'est une folie ce qui est en train de se passer. C'est d'une brutalité inouïe, c'est le retour de la guerre en Europe. Mais je regarde en même temps les choses, les faits, je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix. Donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause. De son côté, Vladimir Poutine justifie une fois encore l'offensive en Ukraine. En visite au cosmodrome Vostochny avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko pour évoquer l'alliance entre les deux pays, mais aussi le conflit en Ukraine, le président russe a également employé le mot génocide pour dénoncer ce que subissent les Russes et les russophones vivant au Donbass. Alors que les pays de l'Union européenne envisagent d'élargir leurs sanctions contre Moscou et notamment au sujet des hydrocarbures, le président russe Vladimir Poutine appelle à développer de nouveaux débouchés pour les énergies fossiles produites par son pays. Suite aux actions de pays inamicaux, un certain nombre de chaînes de transport et de logistique ont été perturbées. Certaines entreprises étrangères ne remplissent pas entièrement ou ne remplissent pas du tout leurs obligations contractuelles. Dans la situation actuelle, cela nous crée évidemment certaines difficultés, mais nous avons toutes les ressources et toutes les opportunités pour trouver rapidement des solutions alternatives. En ce qui concerne le pétrole, le gaz et le charbon russe, nous pourrons augmenter leur consommation sur le marché intérieur, stimuler le traitement en profondeur des matières premières et également augmenter l'approvisionnement en ressources énergétiques d'autres régions du monde qui en ont vraiment besoin. Le conflit touche également le secteur économique. Vous le savez, en l'espace de quelques mois, les prix de l'huile de table ont doublé, ce qui cause une pénurie. S'il reste des huiles disponibles sur le marché, elles s'échangent désormais à prix d'or, ce qui pourrait à terme affecter la production de ce produit de première nécessité. Mohamed Wali Ben Chaban. L'huile de tournesol commence à se raréfier en Europe. La cause est la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine fournissent 80% des exportations d'huile de tournesol dans le monde. En plus de la crise énergétique, le conflit entre Kiev et Moscou a créé une grande pénurie de l'huile de table. L'industrie gastronomique est fortement touchée par ce phénomène. Les prix atteignent des sommets. En l'espace de quelques mois, l'huile a doublé, voire 2 fois et demi. Même avant, je touchais aux alentours d'1,40 €, 50, et là, au jour d'aujourd'hui, elle est quasiment à 3 €. 3,50 €, ça dépend lorsqu'on en trouve, en fait. Plusieurs paramètres ont déstabilisé la production et l'approvisionnement du marché international en matières premières. Il est évident que la guerre et le conflit en Ukraine a amené une hausse générale des prix des matières premières, mais ceci avait déjà été impacté un petit peu précédemment, notamment avec le dérèglement climatique que l'on constate déjà depuis quelques années, d'une part, et puis accéléré par le problème du Covid, qui fait que les productions étaient déjà, avant la guerre d'Ukraine, en difficulté. Les négociants sont contraints de se tourner vers d'autres marchés pour trouver des solutions. Ils espèrent que les rendements des cultures dans d'autres pays comme la Roumanie pourront atténuer la pression entre l'offre et la demande. Tout autre chose à présent, alors que l'on attend le second tour de l'élection présidentielle en France, le président Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, s'est exprimé au sujet de la montée de l'extrême droite dans l'Hexagone, un courant qui prend de l'ampleur et qui, dit-il, ne respecte pas les libertés. Mais je dis simplement que malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort. Battu de justesse lors du premier tour de l'élection,
Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, entend jouer le rôle d'arbitre au second tour. Si le vote en faveur de Marine Le Pen est exclu, son parti lance une consultation nationale auprès de ses militants. Une consultation synonyme ou non de consigne de vote. Kheldin Batache. Abstention, vote blanc ou bulletin pour Emmanuel Macron. Une question qui est à l'origine de la consultation nationale lancée par le candidat malheureux lors du premier tour de l'élection présidentielle en France, Jean-Luc Mélenchon. Et si le Rassemblement national de Marine Le Pen ne fait pas partie des options proposées par la France insoumise à quelques 320 000 militants inscrits sur son site, c'est parce qu'une consigne a déjà été donnée par le leader des Insoumis, arrivé 3e de la course à l'Élysée, avec près de 22% des suffrages. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Il y a 5 ans, vous souvenez-vous qu'il y a eu quelques dégâts après notre déclaration? Pour qui prendrait-on les Français? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. La consultation qui se déroulera sur la plateforme militante de Jean-Luc Mélenchon Action Populaire permettra donc aux 7,7 millions de mélenchonistes de prendre position avant le deuxième tour. Une manière de peser sur le sort final du vote, mais également sur l'identité du 9e président de la 5e République, même si d'aucuns disent que l'initiative de la France insoumise est un vote qui ne dit pas son nom en faveur du président sortant. Je répète, faites passer le message, ça n'est pas un nini, c'est pas Macron-Le Pen égale Le Pen, c'est pas ça notre... D'ailleurs dans les options, vous le voyez clairement, et je le dis clairement, vous l'avez vu dans le texte que nous présentons, il ne faut pas voter Front National, il ne faut pas. Car le mouvement de gauche cible déjà les prochaines élections législatives prévues au mois de juin prochain et compte capitaliser sur le bon score réalisé par Mélenchon pour rafler un maximum de sièges au Palais Bourbon. Objectif, devenir la première force d'opposition du pays et incarner la nouvelle gauche, une gauche plutôt populaire et écologiste que la France insoumise veut reconstruire sur les ruines du Parti socialiste, complètement balayé du paysage politique par le choix des urnes en France. L'analyse de ce vote, je pense qu'on peut en tirer, c'est que dans notre pays, n'en déplaise à certains commentateurs, il y a 3 blocs clairs. Il y a un bloc incarné par Emmanuel Macron, un bloc libéral qui va continuer ses cadeaux aux plus riches, etc. Un bloc d'extrême droite, raciste, qui est celui incarné par Marine Le Pen, et un bloc populaire. À noter que la consultation prendra fin le samedi 16 avril à 20h, soit une semaine avant la date du deuxième tour de la présidentielle. Un mot d'énergie pour évoquer le succès du brut algérien. Le Sahara Blend, la référence nationale de pétrole, a toujours la cote sur les marchés internationaux. Les cours du Sahara Blend ont progressé de plus de 21 $ en mars dernier, soutenus par des fondamentaux solides du marché pétrolier et les inquiétudes d'une perturbation des approvisionnements, selon un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. À noter également la reprise des cours de l'or noir ce lundi avec un baril de Brent atteignant les 106 $ à Londres. À New York, la référence américaine du WTI s'apprécie quant à elle à 102 $ le baril. Et on reste à New York pour évoquer la fusillade qui a éclaté hier soir dans une rame du métro de Brooklyn, faisant 23 blessés. L'assaillant, un homme vêtu d'un masque à gaz au moment des faits, est toujours en cavale et la police new-yorkaise poursuit son enquête et émet une première hypothèse sur l'identité du suspect, Nariman Zekar. Le chaos et l'effroi submergent le métro de New York 21 ans après l'attaque des tours jumelles du World Trade Center. 23 personnes blessées, dont 10 par balle, après une attaque à main armée dans une station de métro à Brooklyn. C'est en pleine heure de pointe qu'un individu vêtu d'un masque à gaz pénètre dans une rame de métro, déclenche 2 bonbonnes à gaz et ouvre le feu sur les passagers. Quand je suis sorti, j'ai vu un nuage de fumée et j'ai vu des gens allongés sur le sol et du chaos. 3 personnes sur le sol et je me suis dit automatiquement de courir. Alors j'ai couru et je suis sorti de la gare parce que je ne savais pas ce qui se passait. Sur place, les enquêteurs retrouvent une arme de poing et 3 chargeurs, ainsi qu'une clé de véhicule,
leur permettant de remonter jusqu'à une camionnette récemment louée et abandonnée dans Brooklyn. La police de New York est toujours à la poursuite du suspect, décrit comme un Afro-Américain de forte corpulence. Des photos de la personne ayant loué le van ont également été diffusées par la police, sans préciser s'il s'agissait de l'assaillant. Pour l'instant, aucune indication ne permet de qualifier cette attaque d'acte terroriste. Le président Joe Biden promet de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à la résolution de celle-ci. Il avait ultérieurement annoncé des mesures contre certaines armes à feu qui prolifèrent aux États-Unis, ayant causé la mort de 45 000 personnes en 2021, suicides inclus, selon l'organisation Gun Violence Archive. Depuis le début de la pandémie, la ville de New York est confrontée à une hausse considérable de la criminalité, notamment avec un nombre d'homicides en nette croissance. Sport football, deuxième manche ce soir des quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe. L'Atlético Madrid, battu par Manchester City à l'aller, devra refaire son retard à domicile. Un match qui s'annonce très tactique entre les deux entraîneurs. Simeone trouvera-t-il la faille pour emmener son équipe au carré d'as ? Pour Pep Guardiola, il faut vraiment être solide dans le chaudron de l'Atlético pour pouvoir atteindre le prochain palier. Je pense que ce sera un peu différent du match aller parce qu'ils jouent à domicile, ils créeront des temps forts, des vrais temps forts par leur propre jeu. Si nous ne jouons pas bien, grâce à la passion des fans, il y aura des moments où ils seront très agressifs, joueront plus haut et nous poseront des problèmes. Nous devons nous adapter et essayer de défendre dans ces moments-là. Nous avons de l'espoir. Je pense que ce que nous avons pu obtenir du match aller avec ce résultat est de l'espoir. Il est clair que l'espoir ne suffit pas. Nous avons besoin de faits et de jouer pour réussir à emmener le match là où nous pensons que nous pouvons leur faire du mal, comme je le dis toujours, et ensuite il suffit de jouer. Y muy aplaudida. ¿Por qué? Porque tiene un grandísimo futbolista, un entrenador genial. L'autre quart de finale opposera ce soir Liverpool à Benfica. Les Reds n'auront pas grand-chose à faire à part conserver leur score de 3-1 réalisé à l'aller au Portugal. Football toujours, hier soir nous avons assisté à un quart de finale tout simplement épique entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea qui ont remonté leur retard du match aller et ont même réussi l'opération remontada en menant 3-0. Complètement KO, le Real Madrid a dû attendre un miracle pour éviter une humiliation et ce miracle s'appelle Luka Modric. En prolongation, Karim Benzema a de nouveau frappé en inscrivant son 12e but en Ligue des Champions cette saison, une tête qui renvoie le Real Madrid en demi-finale. Les tourments extrasportifs qui ont lourdement affecté le club londonien ont l'air d'avoir enterré définitivement Chelsea cette année. Carlos Ancelotti et Thomas Tuchel se sont exprimés en fin de match. Après le 2-0, l'équipe a connu une baisse psychologique, mais comment je peux l'expliquer ? La magie de ce stade aide beaucoup les joueurs, l'équipe. Cela te pousse à ne jamais te rendre et elle ne s'est jamais rendue. Je suis très heureux d'arriver en demi-finale avec ce groupe, en souffrant beaucoup, mais plus on souffre, plus je suis heureux. Nous sommes très déçus et très fiers en même temps, car nous avons joué un match fantastique. Nous avons mérité ce que nous avons eu. Nous avons marqué 4 buts. Nous avons eu de grandes chances de marquer encore plus, mais nous avons été malchanceux ce soir. That's why we're disappointed. We got beaten by pure individual quality and conversion. L'autre représentant espagnol, Villarreal, vainqueur à domicile lors du match aller, se devait de confirmer au retour en se déplaçant chez un Bayern revanchard. Le sous-marin est parvenu à éliminer le Bayern Munich chez lui à l'Allianz Arena après un match nul, un but partout. Ce soir, c'était un très grand match. Ce fut un match parfait en défense. Nous ne sommes pas ici pour qu'on dise que nous sommes gentils, que nous sommes sympathiques, un petit village comme celui d'Astérix et Obélix. Non, non, nous avons un projet très solide, très stable. Nous avions déjà disputé une demi-finale. Nous avons une équipe qui travaille, se prépare pour avoir la possibilité de faire un beau parcours.
de muchos años, que ha jugado unas semifinales anteriormente y tenemos un equipo que además... Je pense qu'il nous manquait un deuxième but, même si nous avons eu une belle occasion avec Thomas Müller. Si nous avions réussi, je pense que nous aurions gagné. Il y avait beaucoup de pression aujourd'hui et je pense que nous avons très bien défendu. Nous avons commis une ou deux erreurs, mais c'est normal. Quand vous êtes derrière, vous devez prendre un peu plus de risques que votre adversaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Amel Améziane Zitouni. Je vous laisse avec la suite de nos programmes.